Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui avec nous pour le 12e atelier concernant l'Amérique latine, qui s'intitulera Amérique latine, état des lieux de la situation économique et des perspectives pour la région. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi Adriana Meyer. Donc Adriana est économiste en charge de l'Amérique latine chez BPI France. Elle a aussi un large portefeuille de pays émergents en Amérique latine, en Afrique de l'Est et en Asie du Sud. Et avant de joindre BPI, en 2017, Adriana a travaillé pendant 3 ans en tant qu'économiste spécialiste d'Amérique latine chez Coface, où elle a démarré sa carrière en tant qu'analyste dans le financement export. Adriana, merci d'être venue parmi nous. Bonjour à tous. Donc, je vais commencer cette présentation avec un petit panorama concernant la situation sanitaire de la région, dans la région. Donc, l'Amérique latine a été durement frappée par la pandémie du Covid, puisque, comme vous pouvez observer dans ce premier graphique, un pays comme le Brésil, par exemple, a enregistré le deuxième taux de mortalité les plus élevés dans le monde après les États-Unis. Et c'est aussi une région en fait qui a été disproportionnellement affectée par la pandémie, puisque elle regroupe en fait près du tiers des décès liés à la maladie, alors que la région ne représente que 8,4% de la population mondiale. Du point de vue de nouveaux cas de Covid, on note cependant qu'après donc les pics observés au mois d'avril et vers juillet de cette année, donc les nombres de nouveaux cas tendent plutôt à baisser dans cette région. Du point de vue du processus de vaccination, donc on voit qu'il y a une accélération dans le processus de vaccination dans plusieurs pays de la région, notamment au Brésil. Donc près de 70% de la population au Brésil, au Chili, au Uruguay ou encore au Panama ont déjà eu au moins une dose du vaccin. Voire les 2 doses recommandées, c'est notamment le cas d'un pays comme le Chili ou encore l'Uruguay, ce qui est tout à fait comparable à ce qui est fait au niveau des pays développés. On remarque tout de même qu'il y a de fortes disparités au sein de la région, puisque par exemple, un pays comme le Nicaragua, moins de 10% de la population, le taux de vaccination reste inférieur à 10% de la population. Donc l'avancement du processus de vaccination permet également une plus grande mobilité des personnes, de la population, ce qui est très favorable pour la reprise économique dans la région, comme on peut observer notamment dans ce deuxième graphique de mobilité. On note tout de même que la mobilité, en fait, elle était déjà présente, en fait, un peu plus forte que lors de la première vague de Covid en 2020. C'est-à-dire que la plupart des États en Amérique latine se sont un peu mieux adaptés et surtout ont mieux ciblé, en fait, les mesures des restrictions sociales, ce qui a permis effectivement, avant même l'avancement des vaccinations, qui a permis une plus grande mobilité au sein de la région. Maintenant, cet avancement dans le processus de vaccination, cette plus grande mobilité de la population, mais aussi des prix favorables des matières premières, sont aujourd'hui en fait les principaux drivers en fait de la croissance en Amérique latine. Donc, les matières premières représentent en moyenne 50% des exportations de cette région. Cela concerne principalement les pays d'Amérique du Sud, donc le Pérou ou encore le Chili sont les 2 premiers exportateurs du cuivre au niveau mondial. La hausse du prix du soja a bénéficié également les grands producteurs de la zone comme l'Argentine, le Paraguay ou encore le Brésil. Et donc, on voit que dans les graphiques à droite, on voit par exemple l'évolution en fait des exportations de la zone. Et donc, on voit que par rapport donc au premier trimestre de l'année 2019, on voit qu'il y a un très fort dynamisme des exportations de cette zone, notamment des exportations brésiliennes, qui est ici représentée par les graphiques et par la ligne grise. Donc, dans ces contextes, les perspectives de croissance pour la région, elles ont été revues à la hausse. Donc, le FMI prévoit une croissance de 5,8% pour cette année pour la région. Donc, c'est 1,2% supérieur à ce qui avait été prévu lors des prévisions du mois d'avril. Et cette hausse de la croissance dans la région est notamment tirée par les 2 locomotives de la région, qui sont le Brésil et le Mexique. Le Brésil représente environ 35% du PIB de la région. Le Mexique, c'est environ 22%. Et donc, ces 2 pays ont réalisé un très bon premier trimestre. C'est notamment le cas du Brésil, qui a présenté donc une croissance de 1,2% au premier trimestre de l'année, comparé au trimestre de l'année dernière.
Et cela a créé une bonne surprise, notamment parce que le pays il faisait face à une deuxième vague d'infection des Covid et en même temps, il y a eu un arrêt en fait des aides d'urgence qui avait notamment soutenu l'activité brésilienne l'année dernière. Donc, c'est-à-dire les aides d'urgence, ce sont les transferts en fait des fonds vers les familles moins aisées qui l'année dernière avaient bénéficié près de 33% de la population brésilienne, mais aussi un arrêt des aides d'urgence aux entreprises donc sous les 4 premiers mois de l'année. Donc, la croissance au premier trimestre au Brésil a été notamment tirée par les exportations, mais également par l'investissement. Et le Mexique aussi, avec une croissance plus importante qui est prévue, liée notamment au rebond de l'activité aux États-Unis. Donc, on est sur des prévisions de croissance qui sont plutôt favorables à court terme. En revanche, la croissance à plus moyen terme, selon les prévisions de FMI, elle devait rester quand même en dessous de ce qui est prévu, notamment vis-à-vis de la croissance mondiale au monde, mais aussi des pays émergents. Donc, l'Amérique latine est dans ces graphiques représentée donc par la ligne rose en pointillé. Donc, on voit qu'elle reste en dessous en fait de la moyenne monde. Avec un écart important aussi qui a remarqué entre 2015-2016. Et donc, cela est notamment lié d'une part à une baisse, à une chute de prix des matières premières, donc fin 2014, mais aussi par un contexte politique difficile, notamment au Brésil, qui avait conduit donc à l'entrée en récession du pays sous ces 2 années. Donc le Brésil représentant plus du tiers du PIB de la région. Donc ça a conduit à une baisse de la croissance régionale. Et donc à plus moyen terme aussi, selon les prévisions de FMI, la croissance devrait quand même rester en dessous de la moyenne dans le monde émergent. Et donc, un des facteurs qui pourrait expliquer cette baisse, cette croissance moindre par rapport à la croissance monde, c'est en partie la faiblesse de l'investissement. Comme vous voyez ici dans les graphiques de droite, donc qui mesurent la formation brute des capitaux fixes en pourcentage du PIB. Donc, l'Amérique latine est toujours représentée par la ligne rose en pointillé. Donc, on voit qu'elle reste quand même plus faible que dans les autres pays émergents. Donc, quelques facteurs pour expliquer cela. Il y a d'une part un effet épargne en fait qui est structurellement en fait faible en Amérique latine. On ne peut pas s'attendre non plus à une reprise de l'investissement public, puisque dans la plupart des pays de la région, donc ils connaissent une dégradation en fait des finances publiques compte tenu en fait des aides qui ont été accordées pendant la crise sanitaire. Et également, il y a également donc une hausse des taux directeurs, donc face au regain de l'inflation, qui devait aussi limiter l'investissement. Donc, cela dit, il y a plusieurs pays de la zone, dont le Brésil, qui ont lancé pas mal de programmes en fait des ventes d'actifs. Donc, le Brésil prévoit par exemple une centaine d'actifs en vente. Une centaine d'actifs en vente. Il y a par exemple des ventes importantes, comme par exemple la vente des Correios. Le Correio, c'est l'équivalent en fait de la Poste en France. Et aussi, le gouvernement prévoit l'ouverture, par exemple, du capital de l'entreprise Electrobras, qui est l'entreprise en fait de distribution d'énergie électrique dans ces pays. Donc c'est l'effleurissement en fait de ces politiques d'ouverture donc des entreprises publiques pourrait cependant soutenir l'investissement en Amérique latine. D'autant plus que c'est une région qui connaît en fait une dépréciation des monnaies locales, ce qui rend également les prix des actifs donc plus intéressants pour l'investisseur étranger. Maintenant, un autre défi en fait dont traverse la région, c'est notamment l'inflation. L'inflation qui tend à progresser dans tous les pays de la région. Donc c'est un phénomène mondial lié à la reprise, notamment à la reprise de la demande, liée à la réouverture en fait des économies, mais aussi à des difficultés d'approvisionnement. Donc l'Amérique latine n'est pas une exception. Donc notamment avec des prévisions notamment d'inflation qui parfois peuvent surprendre. Créer la surprise, c'est notamment le cas au Brésil, par exemple. Et donc, c'est une inflation qui est portée par des chocs multiples. Il y a d'une part une hausse du prix des matières premières, la dépréciation des monnaies locales, donc qui a un impact sur notamment les produits importés, et aussi des problématiques plus liées au climat. C'est notamment la crise hydrique dont traverse le Brésil actuellement et qui affecte notamment les prix de l'énergie dans ces pays. Donc, le Brésil est un des pays particulièrement... Parmi les grands pays, c'est le pays qui est particulièrement touché par cette hausse de l'inflation et conduit notamment à un durcissement des politiques monétaires donc, au Brésil, mais aussi dans l'ensemble de la région.
Donc au Brésil, la Banque centrale brésilienne a déjà rehaussé son taux directeur à 5 reprises depuis le début de l'année. Donc on est aujourd'hui sur un Selic à 6,25%. Il était encore de 2% en début d'année. Donc comme au Brésil, la Banque centrale mexicaine, péruvienne, mais aussi au Chili, ils ont procédé également à un rehaussement du taux directeur, donc comme indiqué dans les graphiques à droite, cependant d'une manière un peu plus progressive. En Argentine, en Colombie, le taux est resté flat, donc à 1,75, mais la Banque centrale a déjà annoncé une hausse dans les prochains mois. L'Argentine est le seul pays de la région qui semble actuellement un peu à contre-courant, puisque malgré une inflation en Argentine qui atteint à peu près 50% en glissement annuel au mois d'août, la Banque centrale a signalé qu'elle ne procéderait pas à un durcissement de sa politique monétaire. Et cela peut s'expliquer par le fait que l'Argentine n'a pas d'accès au marché des capitaux. Et donc, les trésors argentins utilisent notamment les émissions de la Banque centrale pour financer en fait, la dette publique. Et donc, dans ces contextes, une hausse des taux directeurs pourrait avoir un impact sur les finances publiques du gouvernement argentin, de l'État argentin. Et par ailleurs, cela pourrait ne pas apporter en fait l'effet escompté, c'est-à-dire une baisse de l'inflation, si elle n'est pas en parallèle, si la Banque centrale en parallèle ne réduit pas l'émission, en fait, ses émissions monétaires. Donc on s'attend à ce que l'Argentine, du moins à court terme, poursuive une politique plutôt monétaire, plutôt expansionniste. Donc un autre aléa à prendre en compte, c'est également le retrait progressif des stimulus de la Fed, qui pourrait notamment conduire à un resserrement plus rapide de la politique monétaire dans les pays de la région. Donc justement, quand on parle de durcissement de la politique de la Fed, donc une des craintes, c'est qu'il y ait des sorties des capitaux dans la région. Et donc, mais ce qu'on voit ici dans ces premiers graphiques, c'est que malgré qu'il y a eu effectivement une sortie des capitaux, notamment au premier trimestre au premier trimestre de l'année 2020, donc lors du pic de la crise sanitaire, mais qui depuis les investissements ont eu plutôt tendance à progresser, donc même par rapport aux précédentes années, lié notamment à un dynamisme de l'activité économique qui est plus fort en fait qui est prévu, mais effectivement il y a eu cette annonce en fait de la baisse des rachats d'actifs de la Fed qui pourrait peser sur les économies émergentes, notamment les économies latino-américaines, notamment celles donc une sortie des capitaux pourrait notamment affecter les devises émergentes, les devises en Amérique latine, notamment celles qui peinent donc à trouver leur niveau d'avant-crise, comme indiqué ici dans ces graphiques. Donc c'est le Chili en fait a réussi à trouver un niveau d'avant-crise. Sa monnaie a réussi à trouver un niveau d'avant-crise. Donc, ce qu'il faut avoir en tête également, c'est qu'effectivement, il y a cette menace d'une sortie des capitaux de la région, mais que globalement, les niveaux de vulnérabilité externe des pays de la région s'est nettement amélioré. Donc ici, par exemple, dans ce premier graphique, on voit que le solde courant, la plupart des soldes courants de ces pays s'est nettement amélioré par rapport à 2013, lors de l'épisode de tapering de la Fed. Et que par ailleurs, certains pays vont même présenter des surplus de la balance commerciale. Donc par ailleurs, les grands pays de la région, donc plus vulnérables au retrait de stimulus monétaires de la Fed, ils présentent d'importantes réserves en devises, à l'exception bien sûr de l'Argentine. Donc ces liquidités en devises ont par ailleurs été renforcées par les swaps des devises avec la Fed. Là, c'est notamment le cas du Brésil, du Mexique, par les lignes de crédit flexibles également avec le FMI. Là, ça concerne notamment le Mexique, le Chili, la Colombie et le Pérou. Et également, plus récemment, par la location des droits de tirage spéciaux auprès du FMI, les DTS, qui sont accordés en fonction des quotes-parts des pays auprès du Fonds monétaire international. Donc, en valeur, le Brésil, l'Argentine et le Mexique sont les pays qui ont les plus bénéficié des DTS en valeur. Donc, le Brésil a reçu 15 milliards, le Mexique 12 et l'Argentine 4,3 milliards. Et cela est très important, notamment pour l'Argentine, parce que cela permet au pays de renforcer ses réserves en devises et surtout, ça permet au pays de régler, donc de payer sa dette vis-à-vis du FMI. Donc l'Argentine devait rembourser, il y avait des échéances à rembourser estimées à 4,5 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international pour cette année.
Du point de vue des finances publiques, on remarque tout de même qu'il y a une dégradation en fait, des finances publiques générales dans cette région, compte tenu notamment des dépenses en fait, exceptionnelles qui ont été mises en place donc, pour soutenir l'activité face à la crise sanitaire. Donc les soutiens budgétaires, stimulus fiscal moyen de la région est estimé à 4,6% du PIB. C'est supérieur à ce qui a été observé dans le monde émergent, puisque la moyenne du monde émergent est à 3,6% du PIB. Et cela conduit cependant à une forte progression des déficits budgétaires en 2020. C'est en moyenne 6% du PIB. Et qui a été notamment tiré principalement par ces dépenses, justement, comme dans le cas du Brésil, des soutiens à l'économie, notamment des transferts des fonds et des aides aux entreprises. Donc, dans ces contextes de dégradation des hausses de déficits budgétaires, cela implique une progression de l'endettement public de la région. Donc, l'endettement a progressé en moyenne de 11% du PIB dans cette région. Mais il y a aussi, donc compte tenu de cette dégradation, il y a aussi un processus de consolidation budgétaire qui a été initié dans la plupart des pays de la région, mais qui risque cependant de se heurter à des tensions sociales croissantes. Et donc, on voit par exemple les tensions, les manifestations en fait, qui ont été suscitées en Colombie, suite donc quand le gouvernement a essayé de passer sa réforme du coup fiscale au mois d'avril. Et ces tensions également, elles sont d'autant plus, on va dire, importantes, notamment dans un contexte en fait de hausse de la pauvreté, qui a néanmoins été limitée dans la région grâce notamment à ces transferts de fonds. Donc, si on regarde ici dans ce premier graphique, selon les données de la CEPALC, le taux de pauvreté de la région a progressé. Il était d'environ 30,5% en 2019, il est passé à 34%, près de 34% en 2020. Par ailleurs, malgré cette hausse de la reprise économique dans la région, selon donc les prévisions du FMI, elle n'est pas suffisante en fait pour générer les emplois, pour récupérer en tout cas les emplois qui ont été perdus pendant la pandémie. Et dans le deuxième graphique à droite, on voit par exemple que tous les pays sont concernés par cette hausse de la pauvreté. Donc à l'exception du Brésil, où la pauvreté à court terme, donc en 2020, elle a baissé en fait grâce au soutien que l'État brésilien a accordé à la population brésilienne. Les risques en fait, des tensions politiques et sociales dans la région, il est aussi augmenté du fait que plusieurs pays en fait, de la région ont des échéances, un calendrier électoral qui est assez chargé. Et donc, en général, dans ces moments-là, c'est à ces moments-là qu'il peut y avoir en fait, une cristallisation, notamment des tensions politiques et sociales. Donc, ça a été le cas de la Colombie en 2021. Mais même avant l'arrivée de la crise sanitaire, la région connaissait un mouvement, en fait, des mouvements, en fait, des tensions sociales, des manifestations populaires, notamment Chili et Équateur en 2019, et donc, et un peu avant, le Nicaragua également en 2018. On est aussi sur un contexte électoral qui reste assez incertain, et donc, il y a par exemple des doutes sur la poursuite des réformes qui ont été entreprises donc, par au Brésil par les précédentes administrations, donc des réformes structurelles qui sont importantes pour le développement, notamment pour le potentiel de croissance du pays. Et puis, l'Argentine aussi, il y a beaucoup il y a beaucoup en fait, d'expectatives à savoir si c'est les camps de Kirchner ou de l'opposition qui vont reporter les élections législatives en novembre. Et cela va sans doute conduire également ça va sans doute conditionner en grande partie la mise en place d'un nouvel accord avec le FMI. Donc voilà grosso modo les éléments qui m'ont semblé intéressants en fait, d'évoquer avec vous concernant les perspectives et la situation donc, économique et politique en Amérique latine. Merci beaucoup, Adriana, pour toutes ces précisions concernant la situation économique en Amérique latine. Est-ce que quelqu'un a des questions? Sinon, j'en ai quelques-unes à vous poser. Merci beaucoup. La première question, vous avez parlé des variations de matières premières. Comment l'expliquer, en particulier concernant le minerai de fer? C'est ça. Pour les minerais de fer, en fait, on a vu qu'il y a eu un pic en fait, des prix, notamment au mois de mai, qui depuis, effectivement, s'attend à baisser.
Il y a quelques éléments qui peuvent expliquer ça. Il y a d'une part le fait, une crise énergétique en fait en Chine. Et compte tenu de cette crise énergétique, la production de l'acier en Chine, par exemple, l'industrie axillaire en Chine nécessite beaucoup en fait une consommation importante d'électricité. Donc, il y a eu une chute en fait de la production de l'acier en Chine. Il y a le fait aussi que la Chine essaye de réduire un peu ses émissions de CO2. Et on sait que les industries de transformation de l'acier, elles sont très consommatrices en énergie. Cela explique en partie cette réduction en fait, du prix du minerai de fer. Et aussi que la Chine a utilisé en fait, une partie de ses réserves stratégiques pour soutenir en fait les entreprises, l'acierie locale face donc à la hausse qui connaissait le prix du minerai de fer jusqu'au mois de mai-juin de cette année. Donc, ce sont des éléments qui ont conduit effectivement à la baisse du prix du minerai de fer. Et aussi, plus récemment aussi, il y a des craintes compte tenu de la crise de l'entreprise chinoise Evergrande, qui pourrait donc potentiellement avoir un effet sur le marché de la construction en Chine. Et ce qui peut expliquer notamment la baisse plus récente du minerai de fer ces dernières semaines. Sachant que malgré la baisse qu'on voit ici, par rapport au niveau, le minerai de fer reste quand même environ 16%, les prix de minerai de fer restent quand même 16% supérieurs à ce que au prix d'avant-crise. Donc ça baisse, mais ça reste quand même, c'est plutôt profitable en fait pour les pays qui exportent de la matière première, et notamment le Brésil, qui est le deuxième producteur de minerai de fer au monde. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc on peut bien comprendre qu'il y a une grosse influence de la Chine sur tout ce qui est minerai et matières premières. Une seconde question me vient à l'esprit, c'est concernant par exemple le Pérou et la Bolivie, qui sont des économies assez proches. Comment est-ce qu'on peut expliquer des disparités en termes de prévision de croissance aussi importantes ? En fait, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Donc, par exemple, déjà, le Pérou, ils ont des marges de manœuvre budgétaires, monétaires plus importantes qu'en Bolivie, notamment. C'est un pays aussi, le Pérou, il bénéficie énormément de la hausse du prix du cuivre. Donc, ce qui n'est pas le cas de la Bolivie, qui est un pays plutôt peu diversifié, qui dépend énormément en fait, du secteur gazier. Donc, il faut dire aussi que l'activité au Pérou, elle a beaucoup chuté en fait en 2020 et qu'il y a aussi un effet rebond statistique dérivé en fait de cette chute importante du PIB péruvien l'année dernière. Mais voilà, chaque pays a une particularité. Donc, la Bolivie, elle est moins armée, notamment du point de vue de support financier, budgétaire du gouvernement, par rapport à un pays comme le Pérou, où la dette est relativement faible, où les marges de manœuvre sont également plus importantes pour s'endetter et pour pouvoir financer l'activité économique du pays. Très bien. Écoutez, encore une fois, merci beaucoup Adriana pour votre présentation et pour la réponse aux questions posées. Je vous invite à suivre le... Ah, vous avez une question ? Bonjour, je répondis sur ce que vous dites sur le Pérou et la Bolivie. Moi, je suis moi-même dans l'industrie touristique, donc on l'a subi de plein fouet, l'Amérique latine. Et j'ai investi, j'ai monté une entreprise au Pérou, une agence de voyage au Pérou. Je fais voyager des Sud-Américains en France et je fais voyager des Français en Amérique latine, des francophones en Amérique latine. Donc le Pérou, nous on le voit aujourd'hui, est en pleine croissance d'un point de vue touristique et c'est ce qui fait, je pense que c'est le pays où investir aujourd'hui. Déjà économiquement, on le sait depuis longtemps. Je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, mais c'est vrai que c'est un pays stable économiquement. On avait très très peur avec la présidentielle. Heureusement, heureusement, ça nous a sauvés. Malgré le choix du président, en tout cas, il a décidé de mettre vraiment la culture et le tourisme au cœur de sa politique. Donc ça nous apporte énormément. Et puis il veut placer l'Amazonie au cœur de son développement. Enfin voilà. Donc je pense par rapport à d'autres pays qui peinent plus, comme la Bolivie, comme la Colombie où c'est dramatique. Je parle même pas du Venezuela et d'autres pays voisins. Voilà. Ma question c'était plutôt vous, comment vous voyez la perspective d'évolution au niveau du FMI par rapport à l'industrie touristique? Évidemment, des pays comme le Pérou, plus Amérique centrale par rapport à Amérique latine par rapport à l'Amérique centrale.
Effectivement, le Pérou s'est beaucoup développé, notamment l'activité touristique au Pérou. Après, c'est vrai que je pense que... Ah, il y a pas... ah, pardon. Donc effectivement, je disais, effectivement, le Pérou, il essaie effectivement de développer l'activité dans le secteur du tourisme, ça c'est vrai. Après, et d'ailleurs, c'est un pays aussi qui est relativement, du point de vue sécuritaire aussi, par rapport donc, à d'autres pays, notamment en Amérique centrale. Je pense qu'il y a des atouts importants, effectivement, dans ces pays. Déjà, la culinaire, c'est excellent, donc je pense que ça attire beaucoup, effectivement, du tourisme. Après, je ne suis pas vraiment spécialisée dans le secteur, mais je pense effectivement qu'il y a des bonnes opportunités dans ces pays. En tout cas, ils ont beaucoup de marge de manœuvre pour soutenir les activités, en fait, l'industrie dans ces pays. Donc, je pense que oui, que c'est plutôt positif de manière globale, en fait, les perspectives. Mais c'est vrai que je ne suis pas très spécialiste du secteur du tourisme. Mais juste pour revenir en ce qui concerne effectivement les présidents, il y avait effectivement une crainte puisque au début du mandat, enfin, lorsqu'il a été donc candidat, il parlait beaucoup en fait de revenir, en tout cas de nationaliser pas mal d'entreprises. Ça créait beaucoup de craintes au niveau de la région. Mais on voit aujourd'hui par rapport à la nomination de son équipe économique, même il a fait un roadshow à New York où il a été vraiment très pro-business. Donc on sent que malgré cette crainte qui peut avoir, notamment dans un contexte électoral, cette crainte en fait de l'apparition en fait des candidats un peu outsider ou anti-establishment. En fait, ça a été le cas effectivement du président péruvien puisqu'il était relativement peu connu, mais on voit que dans les faits, dans les actions, il y a une poursuite en fait, ce qui a été fait au Pérou. Donc, je pense qu'il n'y a pas de crainte à avoir à ce niveau-là. Donc, une politique plutôt pro-business pour ces pays en tout cas. Voilà. Merci beaucoup pour votre présentation. Juste une dernière question à $1 million sur les évolutions des taux de change. Comment vous voyez l'année 2022 justement? Est-ce que par rapport à l'euro, parce qu'effectivement il y a une très forte dépréciation, vous l'avez dit, au Brésil, en Colombie aussi. Donc comment vous voyez les 2022 dans votre boule de cristal? Pour 2022, en fait, je ne suis pas très optimiste en fait sur les taux de change. Déjà parce que du point de vue en fait, des économies, elles sont très dépendantes en fait des matières premières. En général, quand les prix des matières premières augmentent, ça a un effet en fait sur la balance commerciale donc de ces pays. Donc c'est une amélioration et cela joue en fait au niveau cela joue aussi sur l'évolution donc du taux de change. Et donc ce qu'on a vu là, c'est que finalement, notamment pour les Brésil, ça n'a pas vraiment joué parce qu'il y a d'autres aspects également à prendre en compte. Donc, si je reviens sur les matières premières, donc il y a eu une bonne progression de prix de matières premières, mais selon les prévisions de marché, ça atteint déjà un pic. Donc, au mieux, on se stabilise à un niveau actuel. Au pire, bon, ça redescend. Donc, et aussi, le deuxième problème, je pense, c'est que ça va être notamment lié aux annonces de la Fed. Donc, effectivement, si la Fed procède au rachat, donc, comme elle indiquait, enfin, à réduction en fait, de son stimulus monétaire, cela va automatiquement rendre les titres du Trésor américain plus intéressants puisqu'il y a une hausse en fait des taux d'intérêt futurs aux États-Unis et du coup ça risque effectivement d'attirer les investisseurs qui vont être du coup plus intéressés pour aller se diriger, sortir des pays émergents, aller vers les pays donc aller vers les titres du Trésor américain qui sont considérés comme l'actif les plus sûrs. Donc pas très optimiste, mais voilà. C'est l'échange, c'est quelque chose que c'est difficile à prévoir. Hein. Et au Brésil, d'ailleurs, on dit souvent que l'échange existe pour humilier les économistes parce que personne ne sait exactement où ça va aller. Donc, voilà. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Est-ce qu'il y en a encore d'autres qui désirent en poser? En tout cas, encore une fois, merci beaucoup Adriana pour votre présentation et pour la réponse à vos questions. Je rappelle que la présentation peut être revisionnée en replay sur le site du BIG. Et on se retrouve bientôt pour le dernier atelier concernant l'Amérique latine, concernant les perspectives. Pardon. Je vais juste faire une petite annonce en fait, si ça vous intéresse, notamment basé sur ce qui a été dit aujourd'hui. Donc il y a une publication disponible sur l'Amérique latine, sur notre site internet BPI France Les Labs. Donc vous allez trouver toutes sortes d'informations, donc notamment des informations économiques bien sûr, notamment concernant l'Amérique latine. Donc c'est disponible, c'est une publication gratuite, donc vous pouvez consulter nos publications si ça vous intéresse. Voilà. Merci. Merci.
Merci beaucoup, Adrena. Merci beaucoup.